Je reprends. Je disais, la série temporelle du CAC 40 est caractérisée par des fluctuations irrégulières. Ces fluctuations irrégulières témoignent de la présence d'une non-stationnarité. Mais cette stationnarité, il est d'ordre 1, ça veut dire une non-stationnarité en moyenne, et il est d'ordre 2 également, c'est une non-stationnarité en variance. Afin de traiter la non-stationnarité en moyenne qui provient de la présence d'une tendance stochastique ou d'une racine unitaire dans la structure de la série temporelle du CAC 40, nous faisons appel au filtre de différence première, le delta. C'est-à-dire, on va régresser le CAC à l'instant t moins le CAC à l'instant t-1, et nous aurons cette différence d'ordre 1, pour éliminer cette non-stationnarité en moyenne. La non-stationnarité en variance peut être, je ne dirais pas éliminée parce qu'il va rester quand même, mais peut être, je dirais, amoindrie, stabilisée par une transformation logarithmique. Donc, nous allons appliquer le logarithme népérien à la série temporelle du CAC 40 pour stabiliser sa variance, ça veut dire stabiliser cette non-stationnarité. Et donc, cette transformation logarithmique nous permet d'obtenir une nouvelle série qui n'est pas la série du CAC 40 originale, brute, qui est représentée par la courbe en bleu sur le graphique, mais plutôt par la courbe en rouge. Et on peut dire d'emblée que la transformation logarithmique ne modifie pas les caractéristiques dynamiques de la série du CAC 40. Autrement dit, tous les mouvements haussiers ou baissiers sont reproduits après la transformation logarithmique. Nous n'allons pas perdre de l'information par cette transformation. C'est très important. Ça veut dire, tout en stabilisant la variance, on va garder les mêmes caractéristiques, les mêmes fluctuations, les mêmes fluctuations irrégulières que nous avons observées dans la source, dans la série temporelle du CAC 40. Et donc, c'est une transformation qui va nous permettre à la fois de stabiliser la variance, de réduire, si l'on veut dire, la forte hétéroscédasticité, mais tout en gardant les caractéristiques de la série temporelle du CAC 40, la série temporelle brute. Et donc, dans une deuxième partie, nous serons amenés à un examen du corrélogramme de la série temporelle du CAC 40, ici transformé par le logarithme. Et lorsqu'on va faire l'analyse de ce corrélogramme, si l'on veut examiner la fonction d'autocorrélation partielle, on observe la présence d'un pic significatif au retard 1. Le pic significatif au retard 1. Au niveau de la fonction d'autocorrélation, on va observer une décroissance de la fonction d'autocorrélation. Mais cette décroissance, elle est comment? Elle est très, très, très lente. Et nous avons déjà dit qu'en fait, la décroissance très lente met en évidence la présence d'un AR1 particulier. Ce n'est pas l'AR1 conventionnel, traditionnel,
pour lequel, oui, nous observons un pic significatif au retard 1 de la fonction d'autocorrélation partielle, mais dont la décroissance, elle était exponentielle ou sinusoïdale amorcie. Et donc, cette forme de décroissance met en évidence que le processus aléatoire générateur de la série temporelle est un AR1 particulier. Et cet AR1 particulier, c'est ce qu'on appelle la racine unitaire, c'est ce qu'on appelle la marche au hasard, c'est ce qu'on appelle le random walk, et ça traduit la présence d'une tendance stochastique. Ça traduit la présence d'une tendance stochastique. On dit que le processus générateur de la série temporelle du CAC 40, comme toutes les séries financières d'ailleurs, est un processus intégré d'ordre 1. D'ordre 1, et on note I entre parenthèses 1. Autrement dit, pour le rendre stationnaire, pour le stationnariser, il faut le différencier une seule fois pour obtenir un processus stationnaire. Et donc, on va appliquer le filtre différence première pour éliminer cette racine unitaire, cette tendance stochastique. Et donc, au fait, sur le plan pratique, ça se passe comme suite. Donc, nous avons fait la transformation logarithmique. Et donc là, nous ne parlons plus de LCAC, de CAC à l'instant T. Nous parlons du logarithme népérien du CAC à l'instant T. Et pour éliminer la racine unitaire, pour éliminer la tendance stochastique source de non-stationnarité du CAC 40, nous allons lui appliquer le delta, le filtre. Ça veut dire, nous allons calculer la différence entre le LCAC, le logarithme du CAC à l'instant T, et le logarithme du CAC à l'instant T-1. Et on observe que nous avons sur le corrélogramme de droite de la différence première du CAC 40, nous observons que le pic significatif de la fonction d'autocorrélation partielle au retard 1 a disparu et que la tendance stochastique, la décroissance lente, elle a disparu. Et donc, nous avons bien éliminé la tendance stochastique et la racine unitaire. Et notre résultat, le résultat de notre filtrage par la différence première pour éliminer la tendance peut être observé sur le graphique suivant. Vous avez le CAC 40 en logarithme représenté par la courbe bleue qui traduit les fluctuations irrégulières qui témoignent de la tendance stochastique, de la nature stochastique de cette tendance. Et comment dirais-je, la représentation en rouge n'est autre que le résidu de ce filtrage par la différence première. Et ce résidu, c'est le delta des logarithmes du CAC 40. Et ce résidu-là, comme on vient de voir sur le corrélogramme, il n'y a plus de tendance. D'ailleurs, la moyenne ici, la moyenne est égale à 0. La moyenne est égale à 0, alors que tout à l'heure, nous n'avions pas cette moyenne. Donc là, on observe que la moyenne, elle est nulle. Ça veut dire que nous avons quasiment fait disparaître la non-stationnarité en moyenne. La tendance, elle est absorbée. La tendance a été absorbée par le filtrage, il a été éliminé naturellement. Il ne reste à traiter la non-stationnarité en variance parce qu'on observe que la variance n'est pas constante au cours du temps. On va le traiter ultérieurement. Donc, si vous voulez, je vais vous faire une représentation que j'ai imaginée pour voir un peu le cheminement. Donc, en fait, imaginons que notre série temporelle ici n'est autre que la série XT.
La série XT représente le CAC 40. Le CAC 40, nous allons lui faire subir une transformation, la transformation logarithmique, et nous allons obtenir une nouvelle série temporelle qui est le logarithme népérien du CAC 40 qu'on va appeler YT. Et donc ce YT, qui est le logarithme népérien du CAC 40, on va le faire passer par un filtre. Et donc en fait, je l'ai imaginé comme les filtres du laboratoire, comme si on faisait de la chimie. Et donc j'arrive avec ma série temporelle transformée en logarithme et je vais la faire passer par un filtre. Et donc ce filtre-là, il va bloquer une composante de la série temporelle, il va laisser passer d'autres composantes. Je répète, le filtre, il va laisser passer certaines composantes, il va en bloquer d'autres. Et nous, la composante qu'on veut bloquer, dont on veut bloquer le passage, la composante dont on recherche l'élimination, c'est la tendance. Et comme c'est une tendance non stochastique, comme c'est une racine unitaire, alors ce filtre-là, on va l'appeler le filtre de différence première. D'accord? Et donc, lorsqu'on va obtenir ce filtre de différence première, il y a un résidu. Le passage de le logarithme du CAC 40 par la différence première, ça veut dire par le delta, on va obtenir un résidu. Et ce résidu-là, immédiatement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit d'un bruit blanc ou pas? S'il s'agit d'un bruit blanc, on va arrêter l'analyse parce que c'est ce qu'on recherche. Mais c'est rarement le cas, ce n'est pas un bruit blanc. Et donc, on va continuer notre procédure de filtrage itératif avec des filtres différents pour à chaque fois éliminer des composantes qui existent dans la série temporelle qui résulte, qui est le résidu du filtrage à la différence première. Et donc, nous allons successivement utiliser un filtre ARMA, parce que ARMA, c'est un filtre. On arrive avec notre filtre ARMA pour éliminer, pour capter des composantes qui peuvent potentiellement exister dans la série temporelle. On va en parler. On récupère le résidu de ce filtrage ARMA. On teste la nature bruit blanc. Si c'est un bruit blanc, ça veut dire la Box and Jenkins les conditions ont été satisfaites et donc on peut faire la prévision. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut refaire l'algorithme de Box and Jenkins pour présenter de nouveaux modèles ARMA. Et à la fin, si on n'arrive vraiment pas à trouver ce résidu bruit blanc, il faut qu'on aille plus loin et on va le voir dans la suite du cours. Nous allons utiliser un nouveau filtre qui est ce qu'on appelle les filtres de la famille Garch. Et ces filtres ont pour objectif de traiter, de capter l'hétérosidasticité, ça veut dire la non-stationnarité en variance. Donc, si vous voulez, voilà le schéma d'analyse un peu schématique, le schéma d'analyse un peu schématique comme un chimiste pour traiter la série temporelle. Et donc, je reviens vers le résidu, ça veut dire le résidu ici, hein, le résidu de la différence première, c'est ce que j'ai là. Donc, le résidu de filtrage par la différence première, je représente son corrélogramme et comme nous avons dit précédemment, certes, il n'y a plus de pic significatif ni au niveau de la fonction d'autocorrélation partielle ni au niveau de la fonction d'autocorrélation. Ça veut dire, au fait, il n'y a aucun coefficient qui est significatif. Tous les coefficients ils sont à l'intérieur de l'intervalle de confiance à 95%. Et donc, on peut supposer, on peut imaginer, et c'est logique, ah ben ça correspond, c'est vraiment le cas d'un bruit blanc. Ça peut être un bruit blanc. Et lorsqu'on va comparer avec le corrélogramme sur la droite d'un véritable bruit blanc, on dit non, ce n'est pas un bruit blanc, parce que le bruit blanc, il est non autocorrélé. Je répète, parce qu'un bruit blanc est par définition un processus aléatoire non autocorrélé, absence d'autocorrélation. On peut le montrer par les probas. Toutes les probabilités
qu'on utilise pour faire le test de Young-Box, les probabilités correspondantes au Q-stat, qui sert pour le test de Young-Box dans l'hypothèse nulle et l'absence d'autocorrélation, toutes ces probabilités sont strictement supérieures à 0,05. Ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas pour le résidu du filtrage par la différence première de la transformée logarithmique du CAC 40, parce qu'on observe que les probabilités correspondantes au Q-stat sont toutes strictement inférieures à 0,05, ce qui témoigne de la présence d'une très forte autocorrélation, ce qui témoigne de la présence d'une très forte autocorrélation. Donc, si on fait le retard 10, très forte autocorrélation, le retard 20, très forte autocorrélation, le retard 30, très forte autocorrélation. Et on peut aller même 50, 60, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, la très forte autocorrélation? Qu'est-ce que ça veut dire, la très forte autocorrélation? Ça veut dire qu'il y a une très forte dépendance linéaire. Il y a une très forte dépendance linéaire. Autrement dit, la réalisation d'aujourd'hui est très fortement dépendante de la réalisation d'hier et très fortement dépendante de celle d'avant-hier, de la semaine dernière, du mois dernier et peut-être du trimestre de l'an dernier. Et donc, ça, la présence d'une très forte autocorrélation, d'emblée, va nous dire, c'est pas un bruit blanc, ça veut dire il y a de la structure, il y a de l'information. Cette forte autocorrélation témoigne de la présence d'une structure dans la série temporelle des résidus de filtrage par la différence première du CAC 40. Et donc, en fait, notre objectif à nous, c'est d'aller chercher ce que cache cette forte autocorrélation. La forte autocorrélation, c'est une signature de composantes dans la série temporelle. Il faut aller chercher ces composantes. D'où vient? Ça veut dire comment peut-on expliquer cette forte autocorrélation? Alors, je vais faire un petit calcul juste pour dire, comme nous sommes des financiers, il faut savoir ce que c'est que le résidu. Le résidu qui résulte d'un filtre aux différences premières, ça veut dire lorsque vous faites le L, le logarithme népérien du CAC, moins le logarithme népérien du CAC à l'instant T, moins le logarithme népérien du CAC à l'instant T moins 1, ça pour nous, c'est le filtre de différence première en tant qu'économètre. Mais pour les financiers, vous n'allez pas leur dire les résidus, le bruit blanc et tout, ils ne veulent rien savoir. Ce qu'ils veulent, c'est la valorisation de leur portefeuille. Et donc, ce qui intéresse un gérant de portefeuille, c'est le rendement et c'est le risque. Et donc, pour lui, lorsque vous lui parlez de CAC 40, il va vous dire, est-ce que mon rendement, il est positif ou plutôt mon rendement, il est négatif? Et donc, on va voir la correspondance et la relation entre le rendement arithmétique et le rendement logarithmique. Donc, je vais prendre la définition du rendement arithmétique. Donc, le rendement arithmétique que je vais noter par R majuscule à l'instant T, c'est le prix à l'instant T moins les prix à l'instant T moins 1 divisé par le prix à l'instant T moins 1. Ça veut dire que c'est le taux de croissance du prix, tout simplement. Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes le jeudi. D'accord? Donc, le jeudi, on aura la fermeture du marché sur la bourse de Paris à 17h30 et on va avoir le prix du CAC 40 à l'instant T, ça veut dire jeudi, moins le prix d'hier, ça veut dire vendredi, divisé par le prix d'hier. Et donc, ça, c'est le taux de croissance qui peut être positif si le prix d'aujourd'hui est supérieur au prix d'hier et qui peut être négatif si le prix d'aujourd'hui est inférieur au prix d'hier. Donc ça, si vous voulez, c'est la définition du rendement arithmétique. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un développement dans les calculs. Et l'idée, c'est de faire apparaître la transformée logarithmique.
Alors, je vais séparer les deux termes du numérateur. Je vais les séparer et je garde le dénominateur, il ne change pas. Ça veut dire que RT est égal à P indice T qui divise PT moins 1, moins P indice T moins 1 qui divise P T moins 1. Et donc, en fait, là, vous voyez que le rapport P T-1, le prix à l'instant T-1 qui divise le prix à l'instant T-1, c'est 1. Et donc, ce 1-là, je vais le prendre et je le passe à droite. Je le passe à droite. Et donc, je vais avoir 1 plus RT. C'est le prix d'aujourd'hui qui divise le prix d'hier. OK? Là, je vais introduire dans une deuxième étape le logarithme népérien. Donc, lorsque je vais introduire le logarithme népérien, le logarithme népérien est égal à 1 plus RT, est égal au logarithme népérien de l'indice du prix à l'instant T qui divise le prix à l'instant T moins 1. Tiens, c'est la différence première. C'est la différence première. Et donc, en fait, le logarithme népérien du prix à l'instant T qui divise le prix à l'instant T moins 1, c'est la différence première qu'on a utilisée pour éliminer la tendance stochastique. Et donc, on fait cette différence première, on va la noter petit RT. On va la noter petit RT. Et pour les financiers, c'est le rendement logarithmique. Pour les financiers, c'est le rendement logarithmique. Et donc, je vais encore faire une dernière opération. Et cette dernière opération, c'est quoi? C'est juste, je vais introduire l'exponentielle des deux côtés. Et donc, vous aurez l'exponentielle des logarithmes qui va neutraliser le logarithme sur le côté gauche de l'égalité. Et vous aurez l'exponentielle du petit r indice t, qui est le RT. Je rappelle que c'est le rendement logarithmique. Et donc, c'est le développement limité, quoi. Donc, l'exponentielle de petit r indice t, c'est 1 plus RT exposant 1 plus RT au carré factoriel de 2 plus R3, R exposant 3 factoriel de 3 plus R exposant 3, 4 factoriel de 4 plus R exposant 5 factoriel de 5, etc. Et comme les rendements au logarithme sont extrêmement minuscules, donc on peut émettre l'hypothèse selon laquelle ce terme-là, ce deuxième terme est égal à 0. Ce deuxième terme est égal à 0 et par conséquent, je vais avoir juste cette partie-là. Juste cette partie, ça veut dire que j'aurai une égalité parfaite. Vous avez 1 plus R est égal à R majuscule, qui est le rendement arithmétique, et est égal à 1 plus R minuscule, qui est le rendement logarithmique. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Ça veut dire, lorsque vous transformez en logarithme et vous faites la différence première, vous êtes en train de parler de rendement du CAC 40, rendement logarithmique. Et je viens de vous montrer par une simple démonstration qu'au fait, on peut supposer, on peut admettre, c'est une hypothèse qui est valide, on peut admettre que le rendement arithmétique qui est calculé par les comptables est presque équivalent au rendement logarithmique qui est calculé par les économètres, les statisticiens que nous sommes. Et donc, au fait, ici, vous avez dans ce graphique la superposition du comportement du CAC 40 au cours du temps. Ça veut dire ces fluctuations régulières qui témoignent de la présence de cette tendance stochastique. Et après élimination, après filtrage par la différence première, on va obtenir les rendements, le rendement du logarithme du CAC 40 qu'on va noter DL CAC 40. Et donc, la question qu'on s'est posée tout à l'heure, il y a une très forte autocorrélation. Maintenant, ce n'est plus les résidus d'un filtrage par la différence première, on va parler des rendements. Donc, comment explique-t-on
la très forte autocorrélation des rendements du CAC 40. Et donc, le réflexe traditionnel, c'est d'aller analyser les statistiques descriptives. Ça veut dire nous avons les rendements du CAC 40, le rendement du logarithme du CAC 40, c'est notre série temporelle qui résulte du filtrage de la tendance stochastique de la racine unitaire par le filtre différence première. On va aller analyser les statistiques descriptives, ça veut dire la moyenne, la médiane, le maximum, le minimum, l'écart type, le skewness, le kurtosis et le Jarque-Bera. Et donc, au fait, notre objectif, en analysant les statistiques descriptives des rendements de l'indice CAC 40, c'est pour voir, comment dirais-je, pour voir les raisons de cette très forte autocorrélation qui est révélée par le corrélogramme de ces rendements. Et donc, au fait, lorsque nous avons une distribution, la première intuition qu'on a, c'est de la comparer avec la loi de probabilité la plus célèbre en statistique, ça veut dire la loi normale. Et donc ici, la première question que nous allons poser, c'est la question de la normalité de la distribution de ces rendements. Alors, si vous voulez, on peut faire le test, on peut faire le test de façon très rapide. Le Jarque-Bera, on sait que le Jarque-Bera, la statistique du Jarque-Bera qui est déjà calculée par le logiciel en se basant sur le skewness et le kurtosis. Le Jarque-Bera, il faut la comparer, cette statistique, il faut toujours la comparer avec une valeur de 5,99 qui correspond à qui de 2 degrés de liberté. Et donc là, je dis, ouais, le Jarque-Bera, il est largement supérieur à 5,99. Donc la distribution des rendements, la loi de distribution de probabilité des rendements du CAC 40 n'est pas une loi normale. N'est pas une loi normale. Donc d'emblée, avec le Jarque-Bera, cette question sur la normalité, elle est réglée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est aller au-delà de la simple acceptation ou rejet de l'hypothèse de normalité, c'est d'aller explorer ces composantes qui expliquent cette non-normalité. Ça veut dire ici, si vous prenez le skewness, il est négatif. Je répète que le skewness, c'est le coefficient d'asymétrie. La loi normale est une loi symétrique. Le skewness, le coefficient d'asymétrie de la loi normale est égal à 0. Premièrement. Deuxièmement, d'explorer le kurtosis. Le kurtosis, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'aplatissement. Et donc, la loi normale est une loi qui a un kurtosis qui est égal à 3. Donc, tout ce qui dépasse 3 montre qu'il y a un épaississement, au niveau des extrémités, au niveau de la queue de la loi de distribution. D'accord? Donc, en fait, il y a une loi, il a un centre et il a des extrémités. Ça veut dire que les extrémités contiennent beaucoup plus d'observations que dans le cas de la loi normale. Donc, je répète, nous sommes en présence d'une skewness négative. Ça veut dire que la loi de distribution elle est asymétrique. Et nous sommes en présence d'un kurtosis supérieur à 3. Ça veut dire que la loi il est elliptokursique. Mais concrètement, pour nous en finance, ça veut dire quoi? Avoir une loi de distribution à skewness négatif et à kurtosis positif. Donc, je vais faire un rappel pour bien comprendre la chose. Donc, ici, vous avez la représentation graphique d'une loi normale, via la loi de Gauss. Donc, d'abord, c'est une loi qui est symétrique, ça veut dire que le skewness est égal à 0. Je répète, c'est une loi symétrique, ça veut dire que le skewness est égal à 0. Ça veut dire tout ce qui est du côté droit existe de façon symétrique du côté gauche. Et donc, par exemple, vous avez ici la moyenne nulle, parce que c'est la loi centrée réduite, la moyenne est égale à 0. Et donc, lorsque vous partez plus ou moins 1 sigma, ça représente 68% environ des observations
plus ou moins 2 sigma, ça représente à peu près 95% des observations, et plus ou moins 3 sigma, de part et d'autre de l'axe de symétrie, si vous voulez, parce que c'est une loi symétrique, ça représente 99% des observations. Et donc, lorsqu'on a une loi normale, une loi de Gauss, qui est une loi symétrique, et la médiane, la moyenne et le mode sont égaux. La moyenne est égale à la médiane, est égale au mode de la distribution. Mais dans la réalité, c'est très rarement observé, et en particulier pour les rendements des actifs financiers, le rendement du CAC 40 que nous sommes en train d'étudier, par exemple, le skewness, il est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire le skewness, il est négatif? C'est ce que je représentais par le graphique de droite. Vous avez, comment dirais-je, il y a une différence entre la moyenne et la médiane et le mode. Et donc, la distribution, il est étalé vers le côté gauche. Et je répète, le côté gauche, ce sont les valeurs négatives. Et les valeurs négatives, ce sont les pertes. Ça veut dire, au fait, lorsque vous avez une loi qui est asymétrique, ça veut dire qu'il y a une certaine distribution particulière des rendements. Et en particulier, pour le CAC 40, si je veux traduire le skewness négatif et le kurtosis supérieur à 3, au fait, ça c'est le graphique qu'on appelle le QQ plot. Et donc ici, vous avez, la droite rouge, c'est la loi normale, et le bleu, c'est notre échantillon empirique. C'est la série temporelle des rendements du CAC 40. Et donc, vous voyez très bien que au centre, globalement, ça se passe bien. Au centre, ça se passe bien, mais au niveau des extrémités, on est très, très loin d'une extrémité d'une loi normale, et donc ça témoigne de la présence d'un kurtosis élevé. Alors, pour bien comprendre cette notion du skewness négatif, ici, nous avons une distribution de ce qu'on appelle les rendements. Et pour les financiers, ils ne parlent pas de rendement, ils parlent de profits and losses. Profits, ce sont les profits, ce sont les rendements positifs. Et losses, ça veut dire les pertes. Et donc, PNL, les financiers disent PNL, P&L, Profits and Losses, vous avez la distribution. Et donc, vous voyez que cette loi, elle est étalée vers la gauche. Et étalée vers la gauche, ça veut dire les valeurs négatives, ça veut dire les pertes. Donc, vous avez les gains à droite, dans la partie positive, et vous avez les pertes à gauche. Et si vous voulez, lorsqu'on va représenter les statistiques descriptives du CAC 40, on voit très bien qu'on a le skewness, il est négatif, et on a un kurtosis supérieur à 3. Qu'est-ce que ça veut dire cela concrètement? Écoutez bien, c'est très important ça, parce que c'est cela qui va nous permettre de comprendre la présence d'une très, très forte autocorrélation des rendements du CAC 40. Donc, premièrement, lorsque vous avez un kurtosis qui est très, très élevé, et comme on vient de dire ici, nous avons un kurtosis qui s'élève à 7,78, donc il est largement supérieur à 3. Et le 3, c'est la valeur du coefficient de kurtosis de la loi normale. D'accord? Et donc, au fait, qu'est-ce que c'est que l'excès de kurtosis? Lorsque le kurtosis est supérieur à 3, écoutez bien s'il vous plaît, ça veut dire qu'il y a une forte, très forte probabilité d'occurrence d'événements extrêmes. Je répète, la probabilité d'occurrence d'événements extrêmes est très élevée. Très élevée. La probabilité d'occurrence d'événements extrêmes est très élevée. Ça veut dire, au fait, ici, si je reviens vers ma représentation graphique, ici, les événements extrêmes, ils vont venir ici, là. Donc, en fait, les événements extrêmes, c'est tout ce qui est à l'extrémité de la courbe ici. Donc, ça, ici, c'est un événement extrême, et ça, c'est un événement extrême. Ça veut dire tout ce qui arrive dans la zone de 3 sigma, quoi. Dans la zone de 3 sigma,
Ici, vous avez l'extrémité, quoi. Donc, vous avez une extrémité. Et donc, lorsque le kurtosis est supérieur à 3, il y a beaucoup plus d'événements que ce qui arrive dans la loi normale. Ça veut dire lorsque vous avez une loi normale, la probabilité d'événements extrêmes est très, très, très faible, voire nulle. Il n'y a pas d'événements extrêmes. Au maximum, on va arriver à 3 et regardez là, il n'y a plus d'événements qui apparaissent. Par contre, lorsque vous avez un kurtosis supérieur à 3, ça veut dire que les événements extrêmes vont apparaître plus fréquemment, tout simplement. L'occurrence, c'est la fréquence d'apparition. Et donc, lorsque vous avez une loi normale, la probabilité d'apparition et la fréquence d'apparition de réalisation d'un événement extrême est très, 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 très faible. Par contre, lorsque vous avez un kurtosis supérieur à 4, supérieur à 3, ça prouve que cette loi qui représente les rendements du CAC 40 témoigne qu'il y avait beaucoup d'événements extrêmes qui sont apparus dans l'historique du CAC 40 que nous sommes en train d'analyser. Les événements extrêmes, c'est lorsque le marché il va chuter de 20%, de 10%, de 5%, ou bien il va augmenter de plus 5%, plus 12%. Ce sont les mouvements très violents à la hausse et à la baisse à cause d'événements extrêmes. Je vous donne un exemple d'événement extrême, le Covid-19. Lorsqu'il y avait la chute des bourses mondiales au mois de mars, c'est un événement extrême. Lorsqu'il y avait la chute de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, c'est un événement extrême. Lorsqu'il y avait éclatement de la bulle interne, c'est un événement extrême. Lorsqu'il y avait des risques géopolitiques sur le marché du pétrole, c'est un risque extrême. La crise asiatique, c'est un risque extrême. Donc, en fait, il y a plein de… les attentats du 11 septembre 2001, c'est un événement extrême. Et donc, comment dirais-je, ces événements extrêmes, lorsqu'on a, par exemple, dans le cadre d'une loi normale, vous avez 1%, ça veut dire que vous avez un événement qui va se réaliser une fois par siècle. Je répète, 1%, ça veut dire un événement va se réaliser une fois tous les 100 ans. Mais lorsque vous avez beaucoup d'événements extrêmes parce que le kurtosis est élevé, le phénomène va se réaliser 5, 10, 20 fois par siècle. Et d'ailleurs, ce concept d'événement extrême, ça vient de la météo, quoi, de la météo. Et donc, vous avez des événements climatiques extrêmes. D'ailleurs, en France, actuellement, nous avons des inondations. Et ces inondations, ce sont des événements extrêmes. Ça veut dire, lorsque vous avez le niveau de la Garonne ou du Tarn qui n'a jamais été atteint depuis, je ne sais pas moi, 30 ans, 40 ans, c'est vraiment un événement extrême qui détruit les villages, il y a beaucoup de dégâts, etc. Et donc, il y a plein de catastrophes naturelles, d'ouragans, etc., qui relèvent d'événements extrêmes. Et bien, en finance, on est dans la même logique. Ça veut dire, nous ne pouvons pas décrire le comportement des actifs financiers comme le CAC 40 par une simple loi normale pour laquelle les événements extrêmes ont une probabilité très, très faible d'apparition, mais il faut bien la décrire par une loi qui accepte dans sa structure la présence plus ou moins à une fréquence plus ou moins élevée de ces événements extrêmes. Et donc, la distribution des rendements du CAC 40, c'est une distribution à kurtosis très élevée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyptocurtique. Et donc, on parle de queue épaisse comparativement à la queue de la loi de distribution de la loi normale. En anglais, on parle de fat tails, ou bien heavy tails, ou bien tail events. Ça veut dire les événements extrêmes. En anglais, on les appelle tail events. Donc, soit vous avez fat tails, heavy tails, tails events, ou bien tout simplement, là, vous avez une loi de distribution de probabilité qui présente une très forte probabilité, une très forte apparition ou une très forte réalisation de plusieurs événements extrêmes. Donc ça c'est très important et ça explique la forte autocorrélation que nous avons observée. Le deuxième coefficient qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le coefficient de Skewness. Le coefficient de Skewness, nous avons dit que la loi normale étant une loi symétrique, le coefficient de Skewness a une valeur théorique égale à 0. Or, ici, nous avons observé que le Skewness, il est négatif
Donc, il s'élève à moins 0,077158. Donc, non seulement nous avons une loi qui a un skewness différent de zéro, mais en plus, elle est négative. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire négatif? Ça veut dire que la distribution, la loi de distribution de probabilité des rendements du CAC 40, elle est étalée vers la gauche. Elle est étalée vers la gauche. Elle est asymétrique. Parce que normalement, une loi asymétrique n'est étalée ni à gauche ni à droite. Mais là, comme elle est négative, elle est étalée vers la gauche. La gauche, c'est là où il y a les pertes. Je rappelle que le côté gauche de la distribution, c'est là où il y a les pertes, losses, le L, les PNL, hein, donc Profit and Losses. Donc là, il y a les pertes, il y a losses. D'accord, donc vous perdez de l'argent. Et au fait, ça c'est très important, ce n'est pas qu'il y a plus de pertes que de gains. Ce n'est pas, c'est pas ce que traduit un skewness négatif. Le skewness négatif, il traduit juste le fait, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'effectif des pertes, ce n'est pas le nombre de réalisations de pertes, mais plutôt l'ampleur des pertes est beaucoup plus élevée que celle des gains. Je répète, ce n'est pas le nombre de fois qu'on va enregistrer de pertes qui est élevé par rapport au nombre de fois où on va enregistrer des gains, mais plutôt l'ampleur de ces pertes. Ça veut dire qu'on peut avoir des pertes qui ne sont pas très fréquentes, mais lorsqu'ils se réalisent, ils sont extrêmement larges, extrêmement importantes, extrêmement violentes, de sorte à ce qu'à la fin, vous allez trouver une distribution qui est déformée, qui va pencher, qui va s'étaler vers son côté gauche. Et donc, au fait, les marchés financiers, et le CAC 40 en fait partie, il va toujours subir des bulles. Il y a formation de bulles, comme la bulle des valeurs Internet en 2000, la bulle des subprimes en 2008, et puis il y avait une bulle, hein, il faut le dire, hein, il y avait une bulle avant, sur le marché américain en particulier, avant l'arrivée du Covid en 2020. Et donc, au fait, ces bulles, ça veut dire le marché il va croître, et à un certain moment, comme on a dit la dernière fois, les arbres, ils montent, mais sans jamais pouvoir atteindre le ciel. À un certain moment, il faut que ce mouvement haussier s'arrête, quoi. Il faut que ce mouvement haussier s'arrête, et donc, la bulle finit toujours par éclater. Je répète, une bulle, par définition, il va finir par éclater. Et le jour où il y a éclatement de la bulle, parce que les gens sont optimistes, il y a de l'euphorie, etc. Et lorsque il y a un changement des anticipations du marché, les gens qui étaient extrêmement optimistes, qui avaient de très bonnes anticipations sur les rentabilités futures de leur investissement, ils deviennent brutalement pessimistes. Et les anticipations deviennent extrêmement négatives. Et dans un mouvement de mimétisme et de panique généralisée, tout le monde commence à vendre, on vend tout ce qu'on détient. Et donc, la vente massive, ce qu'on appelle en anglais de sell-off, ça crée des crashs financiers. Et ces crashs financiers vont finir par, comment dirais-je, enregistrer des pertes de l'ordre de moins 10, moins 15, moins 5, etc. Par exemple, en 87, la bourse de New York, il a chuté en une journée en moins 20%. Et d'ailleurs, sur la crise du Covid, on avait des chutes de moins 20%. Sur une même journée, attention, sur une même journée, on avait des valeurs qui ont perdu 30%. Et d'ailleurs, si vous suivez, par exemple, sur le Bitcoin, parfois vous avez plus 30%, parfois vous avez moins 15% dans la même journée. Et c'est quelque chose qu'on observe tous les jours sur les marchés financiers. Et donc, au fait, le skewness négatif témoigne de la présence de pertes, surtout de pertes, mais dont l'ampleur est largement plus élevée que celle des gains. Ça veut dire, au fait, lorsque un indice boursier commence à gagner de l'argent, donc vous faites plus 1, plus 1, plus 0,5, plus 0,2, plus 0,3, et vous prenez beaucoup de temps pour construire ce mouvement de hausse. Et puis, du jour au lendemain, on en a parlé hier, vous avez une mauvaise nouvelle, vous avez bad news, vous avez un choc aléatoire, ça veut dire dont la probabilité d'occurrence est inconnue, et par conséquent, ça va s'abattre sur vous, sur les financiers, sur les gérants de portefeuille comme un coup de massue. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu dans un sentiment généralisé de panique. Ils commencent à vendre. Et cette vente massive,
ça fait un crash ou un mini-crash. Et ces crashs et ces mini-crashs font que toujours l'ampleur, lorsque vous gagnez plus 1, plus 0,1, plus 0,2, mais lorsque vous perdez moins 10, moins 5, moins 8. Et donc, l'ampleur des pertes est largement supérieure à l'ampleur des gains, ce qui explique ce skewness négatif. Et donc, pour récapituler, ne serait-ce que sur ces deux comment dirais-je, ces deux dimensions, si vous voulez, de la normalité, à savoir le skewness et le kurtosis, révèlent une non-normalité. Et cette non-normalité des rendements des actifs financiers, en particulier des rendements du CAC 40, qui est traduite par le Jacques Béra largement supérieure à la valeur critique 5,99, mais témoigne aussi, nous raconte une histoire. L'histoire, c'est que, vous avez beaucoup d'événements extrêmes comparativement à ce que prédit la loi normale. Donc, il y a plus d'événements extrêmes qui surviennent dans la vie dans l'histoire du CAC 40. Les événements extrêmes, ce sont des événements qui vont provoquer des variations d'ampleur très, très large. Si c'est une bonne nouvelle, ça fait ça fait une variation très grande vers le haut. Ça veut dire on va gagner, le CAC 40 va gagner beaucoup de points à la hausse. Si c'est une mauvaise nouvelle, bad news, le CAC 40 va subir une correction très violente et donc on va perdre une grande valeur à la baisse et donc on aura une chute brutale du CAC 40. Et donc, ces mouvements extrêmes du marché témoignent comment dirais-je, de l'irrecevabilité, si vous voulez, de l'irrecevabilité de l'hypothèse de normalité comme hypothèse standard qu'on utilise en finance. Le deuxième élément, et ça c'est très important, c'est le skewness soit négatif. Un skewness négatif veut tout simplement dire que certes, vous avez des pertes et des gains qui peuvent même, leur fréquence il peut être égale. Hein. Vous pouvez avoir sur 255 jours de bourse, vous pouvez avoir 122 jours de hausse et 122 jours de gains. Mais hélas, le skewness est négatif et c'est une caractéristique fondamentale des marchés financiers. Ben, le skewness négatif, comme on vient de dire, c'est que vous prenez beaucoup de temps pour accumuler et pour faire une hausse, mais cette hausse va disparaître de façon brutale, de façon très rapide. Ça va fondre comme la neige au soleil lorsqu'il y a un choc, et en particulier lorsqu'il y a des bad news et lorsqu'il y a un crash, lorsqu'il y a un éclatement d'une bulle financière et donc lorsqu'il y a une correction. Et ça arrive souvent sur le marché. Et donc, vous faites les corrections et les mouvements baissiers, ils ont une ampleur très, très large comparativement aux mouvements haussiers. C'est ce qui explique le skewness négatif. Et donc, si vous voulez, on va revenir, là, c'est ne serait-ce que l'examen, c'est juste l'examen de la normalité, ça nous a donné beaucoup d'informations. Et comme je l'écris ici, c'est un fils stylisé. Ça veut dire que c'est une régularité empirique. On retrouve ce fait stylisé de la non-normalité de skewness négatif et de kurtosis extrêmement élevé. On le retrouve quasiment dans les rendements de tous les actifs financiers, en particulier boursiers. D'accord? Et donc, c'est un fait stylisé. Ça veut dire qu'on peut reconnaître un rendement financier par ces caractéristiques. Et donc, je reviens au point de départ. Ça veut dire que la question est la suivante. Nous avons dit, OK, nous avons éliminé la tendance par une transformation logarithmique suivie d'un filtre différence première. Nous avons eu le résidu qui est stationnaire. Mais ce résidu-là, attention, il présente une très, très forte autocorrélation. Donc, ça ne peut pas être le bruit blanc qu'on connaît. Ça ne peut être que autre chose, une autre structure. Et cette structure, déjà, se caractérise par une kurtosis élevée, supérieure à 3, un excès de kurtosis, et par un skewness négatif. Et donc, ces caractéristiques-là vont nous amener à proposer
un modèle ARMA, Et donc, lorsque je vais proposer le modèle ARMA, je vais venir avec, comme j'ai dit la semaine dernière, nous allons commencer un tâtonnement. Parce qu'on n'a aucune idée sur le ARMA qui va faire le job, quoi, comme je l'ai expliqué la semaine dernière. Donc, nous avons l'ordre P en ligne et l'ordre Q en colonne. Et donc là, on va estimer, si je pars sur 5 jours de bourse, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ben, je vais avoir P égale à 5 et Q égale à 5. Ça veut dire que c'est les valeurs maximales que je vais me fixer. Ben, j'aurai 36 modèles à estimer. Je vais estimer 36 modèles. Et pour chaque modèle, je vais sélectionner un critère d'information, genre critère d'ACAIC. Et avec ce critère d'ACAIC, je vais sélectionner le modèle qui va minimiser le critère d'ACAIC. Et comme je viens de dire aussi, si on a 2 modèles ou 3 modèles qui ont la même valeur du critère d'ACAIC, on va choisir celui pour lequel nous allons estimer le nombre de paramètres le plus faible, ça veut dire en appliquant le principe de parcimonie. Et donc, au fait, la modélisation ARMA, le filtre ARMA que nous allons proposer, il a pour objectif premier de prendre en compte cette corrélation. Donc, cette forte autocorrélation, cette forte dépendance linéaire, nous proposons de la capter, de la modéliser par un modèle ARMA. Le modèle ARMA, il est là, n'oubliez pas, pour nous permettre d'aller éventuellement vers un résidu qui est bruit blanc. Le modèle ARMA, et d'ailleurs c'est le schéma ici, ça veut dire comme le delta il est extrêmement corrélé, on ne va pas arrêter la procédure. On va aller vers la deuxième étape, ça veut dire qu'on va proposer un filtre ARMA avec l'espoir, I have a dream, avec l'espoir qu'une fois avoir choisi un bon modèle ARMA, selon les critères, selon l'algorithme de Box and Jenkins, identification, estimation, validation, prévision, si on trouve que le résidu c'est un bruit blanc, alors le modèle ARMA a fait un excellent travail. Et donc, en faisant cet excellent travail, ça veut dire qu'on a le bon modèle. Et si jamais ce n'est pas suffisant, alors on va aller dans l'étape suivante, qui est l'étape Garch. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve dans quelques instants pour les travaux dirigés. Je vous dis à mardi prochain. Merci.